Bonjour à tous, je suis donc Christelle Roy-Moly, je suis professeure de français et de latin en collège, un collège privé à Angers. Angers, c'est dans l'ouest de la France. Ce soir, je vais partager mon expérience. Je ne vais pas présenter un atelier. Voilà pourquoi je n'aurai pas de diaporama, ce serait une conversation comme ça. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour le dérouler, c'est que je vais poser certaines questions à Christelle tout au long de cet atelier. Et vous n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, à poser par exemple votre question sur le chat et on fera un plaisir de la lui poser pour qu'elle vous réponde. Voilà. La première question, Christelle. Donc, vous êtes enseignant de lettres, comme vous l'avez dit, et vous avez choisi, il y a plusieurs années, de vous former aux neurosciences. Alors, neurosciences cognitives, pardon. La question, pourquoi cette démarche? Eh bien, c'est le fruit d'un double parcours, à la fois celui de mon établissement et le mien. Alors, concernant mon établissement, mon collège s'est lancé dans l'aventure des neurosciences, ça fait maintenant plus de 10 ans, hein, à une époque où les neurosciences étaient beaucoup moins d'actualité, elles n'étaient pas du tout entrées dans notre quotidien. Alors, pourquoi? Parce que les soucis de concentration, de motivation, de captation de l'information de certains de nos élèves nous ont amenés à vouloir repenser l'organisation du temps scolaire. On a envisagé des cours de 45 minutes et puis l'objectif, c'était d'optimiser ce temps de façon à ce que l'investissement intellectuel de l'élève soit au maximum. Donc, nous étions sur une question du comment solutionner les choses et nous avons fait appel à une enseignante chercheuse de l'université de notre ville qui nous a amené à déplacer notre questionnement vers le pourquoi. Pourquoi un élève a-t-il tendance à baisser les bras? Pourquoi ne parvient-il pas à mémoriser? Pourquoi ne semble-t-il pas avoir envie de travailler? Donc, elle nous a dit une réflexion sur le temps, oui, mais pourquoi faire? Et c'est ainsi que nous nous sommes lancés avec elle dans une action recherche. Alors, dans mon établissement, il y a 70 enseignants, il y a eu 20 volontaires, 20 volontaires, mais les autres étaient très intéressés quand même. Et nous avons été accompagnés pendant 3 ans au final par cette enseignante chercheuse. À l'issue de ces 3 années, qui ont été vraiment extrêmement riches intellectuellement et pédagogiquement parlant, eh bien, j'ai eu un coup de cafard. Et puis, j'ai eu envie de poursuivre l'aventure. Et donc, je me suis lancée dans la préparation d'un diplôme universitaire qui était consacré au lien entre les neurosciences et les apprentissages. Alors, pourquoi ce parcours personnel? Eh bien, parce que je rejoignais l'insatisfaction de mes collègues par rapport au système éducatif. J'avais l'impression de passer à côté de la richesse de certains de mes élèves. Je percevais leur vivacité intellectuelle, hein, et j'avais l'impression que le système scolaire ne leur permettait pas de se révéler. Je me sentais impuissante, oui, on peut dire le mot, face à certains de mes élèves qui étaient très vifs à l'oral, qui montraient des qualités manifestes, mais dès que ça passait par l'écrit, dès qu'il y avait une production officielle, eh bien, ça ne le révélait pas. Et j'étais assez insatisfaite. J'avais aussi l'envie de comprendre plus précisément donc, le mode de fonctionnement de ces élèves, leur mécanisme de pensée, de savoir comment optimiser tout ce qui est lié aux apprentissages, comprendre pourquoi ça fonctionnait pour certains et pourquoi ça ne fonctionnait pas du tout pour d'autres. Donc, je voulais comprendre qu'est-ce qui pouvait bloquer. Donc, je suis donc arrivée à un moment de ma vie d'enseignante où j'ai eu besoin de faire un arrêt sur image, sur moi-même et puis sur mes pratiques pédagogiques. Voilà. Bon, je vais essayer de parler avec le micro allumé, ça sera mieux. Très bien, merci. Alors, quels sont les points de rupture, donc les paradigmes les plus puissants que vous avez dû mettre de côté suite à cette que vous avez pu plutôt, pardon, mettre de côté ou dû peut-être suite à cette formation? Je dirais que tout d'abord, c'est ma posture qui a changé au sein de la classe. Avec cette formation, il ne m'a plus été possible de faire cours à toute une classe comme une seule et même entité, en avançant au même rythme pour tous. En gros, j'ai réalisé qu'avant, je faisais cours à un groupe et non pas à des individus.
Et si je voulais comprendre les façons de raisonner et d'apprendre de mes élèves, je ne pouvais plus enseigner comme ça. Donc ça a été ma première prise de conscience. En gros, je dirais que je suis passée de voir à regarder. J'ai regardé les élèves, enfin l'élève comme une personne qui a son propre raisonnement, son propre mode de pensée et ses propres références personnelles. En gros, je suis passée de regarder, de voir à regarder, regarder pour mieux le comprendre finalement. Lors de ma formation, j'ai entre autres découvert les travaux de Stanislas Dehaene et ses 4 piliers de l'apprentissage. Il les développe notamment, enfin très bien, dans un de ses derniers livres qui s'intitule Apprendre les talents du cerveau. Ce que j'ai lu m'a frappé comme une évidence. Une évidence, mais une évidence que je n'avais pas eue jusqu'alors. Hein. C'est-à-dire que je me suis dit, mais oui, c'est ça, mais je n'y avais pas pensé. Et ça a eu un impact direct sur ma pratique. Il évoque dans les 4 piliers l'engagement actif, hein, impliquer l'élève. Au XVIIIe siècle, il y a Benjamin Franklin qui a déclaré « Dis-moi et j'oublie, enseigne-moi et j'apprends, implique-moi et je retiens ». C'était bien avant l'arrivée des neurosciences, mais c'est avec elle que j'ai pris conscience de ce point de rupture. Implique-moi et je retiens. Donc, ma place dans la classe a évolué. Je suis passée d'une relation verticale, je suis le professeur qui t'apporte un savoir que tu n'as pas, à une relation horizontale, je suis celle qui t'accompagne sur ton chemin, qui t'implique et qui essaie de stimuler ta curiosité et ton envie de comprendre. Et donc, c'est ainsi que j'ai décidé de mettre la pédagogie coopérative au sein de ma pratique professionnelle. Alors, je dois l'avouer, au début, ça a été un peu culpabilisant. En effet, quand les élèves travaillent de façon active, que fait le prof? Donc, il a fallu que je lutte avec mes représentations classiques de l'enseignant. Oui, je vais travailler en amont à préparer les activités. Et oui, ce ne sera plus moi qui travaillerai pendant les cours, mais mes élèves. Voilà. Alors, autre point de rupture que Dehaene évoque aussi, et celui-ci, il a bouleversé peut-être encore plus ma pratique, parce que dans le cadre du DU, j'ai dû produire un mémoire, et ce mémoire était consacré à ça. Eh bien, c'est la réflexion autour de l'erreur. Je dis bien l'erreur, hein, pas la faute. Pas la faute du carton rouge au foot. Hein, la faute, ça se sanctionne. Et l'erreur, ça se corrige, ça s'accompagne. Donc, j'ai vraiment fait une réflexion autour de l'erreur. Et donc, petit à petit, qui dit erreur, dit dans notre système éducatif, évaluation. Donc, j'ai été confortée dans l'idée que l'évaluation telle qu'elle se pratique le plus souvent ne peut plus et ne doit plus être une fin en soi. Elle doit être un outil qui permette à l'élève d'avancer, de comprendre où est l'erreur, de façon à modifier ses schémas cognitifs. Donc, je suis toujours dans mon fil de pensée, toujours dans la même logique. Si on souhaite qu'elle soit fructueuse, je pense que l'évaluation ne peut pas se faire en termes de notes. En effet, la note, elle hiérarchise et elle brouille les pistes. Elle impacte directement l'estime de soi. Et elle fait que l'élève ne verra l'évaluation que comme une quantification, une hiérarchisation, et non une information sur l'avancée de la maîtrise de ses apprentissages. Quand on ne s'aime pas, on reçoit une mauvaise note. On ne s'aime pas, quand on ne se trouve pas à la hauteur, pourquoi remettre en question ces schémas mentaux? Je suis mauvais. Hein. Donc pourquoi essayer de changer? Et je trouve que la note, c'est à ça qu'elle renvoie. Elle renvoie encore plus l'élève qui est en difficulté à ses difficultés. J'ai un de mes fils, quand il était plus jeune, un de mes fils s'appelle Fabien, il me voyait corriger des productions d'élèves et je ne les notais pas, mais je les commentais puis je les conseillais. Et un jour, il m'a dit tu fais des évaluations gratuites, maman? Et ça, le mot gratuit, ça m'a vraiment interpellée parce que le système est ainsi fait que les élèves, ils assimilent l'évaluation à la note
et donc à la récompense plus qu'à l'information sur telle ou telle façon d'apprendre. Donc ça a vraiment été les premiers points de rupture. Alors, merci, et je ne peux qu'acquiescer sur l'évaluation. Merci beaucoup de cet éclairage. Alors, du coup, j'ai plusieurs personnes qui ont demandé quel DU sur le chat. Et juste pour rappeler, Christelle, le concept là, on va vous proposer d'intervenir. Alors moi, je vais poser certaines questions, mais on va vous proposer d'intervenir via le chat et de poser vos questions sur le chat. Et au moment opportun, on les posera, sinon on les posera à la fin. Donc, on posera toutes les questions. Et donc, certaines personnes m'ont demandé quel DU, donc on leur a répondu DU neurosciences cognitives. Neurosciences et apprentissage tout au long de la vie. Tout à fait. Alors, merci de la précision. Et quels en sont les contenus? Alors, je peux pas vous les dire tous parce que ça a été 2 ans de cogitation intense, jour et nuit. On Heureusement va que mon peut-être se mari était concentrer là. sur ce qui est essentiel, Voilà. ce qui vous a fait évoluer dans votre pratique. Voilà, je vais dire les premiers, ceux qui m'ont le plus interpellé. Alors, pour commencer en douceur, je dirais que les contenus liés à l'attention m'ont interpellé en premier. Et dans ma pratique, j'ai fait des pauses énergisantes. Donc, elles ont été les premiers pas vers ma réflexion sur l'attention. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la nécessité d'observer mes élèves et de déterminer à quel moment je perdais leur attention. Donc, c'est ainsi que les pauses énergisantes sont entrées dans la classe. Alors, qu'est-ce que c'est une pause énergisante? Quand je vois que, oh là là, on a réfléchi vraiment très intensément, eh bien, on va faire une pause, on va s'étirer. Donc, tout le monde s'étire pour se rappeler qu'il y a, voilà, on bouge, on va faire de la relaxation, on peut faire aussi de la méditation. Hein. Alors, au début, mes élèves, ça les amuse beaucoup. Puis, très vite, ils comprennent combien ça les aide dans les apprentissages. On a beaucoup travaillé, on se lève, on fait une pause, on fait des étirements, et quand on se remet à table, eh bien, on est reparti. Donc, ils se sont rendus compte que ça les aidait au niveau des apprentissages et de la concentration parce que ça, en gros, ça réconciliait le corps et l'esprit. Donc, ces pauses énergisantes, elles sont devenues un réflexe naturel et nécessaire. Les élèves me le demandent. Ah, madame, on fait une pause parce que là, on a trop réfléchi. Hein. Donc, moi, je suis contente quand ils font ça. Lié à l'attention aussi, une des premières choses qui est arrivée, c'est de mettre comme naturel le fait d'apporter une bouteille d'eau. On a besoin de boire de l'eau pour se reconcentrer et avoir la bouteille d'eau sur le bord du bureau, eh bien, c'est devenu une chose naturelle. Et quand j'y repense, je me demande vraiment comment je faisais avant. Alors ça, c'était en douceur, le premier impact. Le deuxième, mais enfin tout s'imbrique, hein, le deuxième, il est lié au stress. Alors, pas le stress qui stimule, pas le stress du sport, du challenge, hein, le stress qui bloque. Alors, ça semble une évidence dans notre quotidien. Nous, adultes, quand on est stressé, quand on est préoccupé ou inquiet, eh bien, on est moins efficace. Moi, cet après-midi, je devais corriger des copies. J'étais incapable de corriger mes copies parce que j'étais stressée à la perspective d'intervenir devant vous. Ça a complètement bloqué mon cerveau. Hein. Et pourtant, ce qui est une évidence pour nous adultes, ça ne semble pas pour le système scolaire. Le système scolaire, il regorge de stress. Il y a des évaluations, pire encore, il y a des évaluations surprises, il y a la pression des résultats, il y a les programmes qui nous pressent et qui font qu'on a peu de temps pour bien poser l'acquisition des connaissances. Il y a une espèce de course à la réussite. Hein. Et tout ça, avec cette formation, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Le stress, ça altère l'efficacité des élèves. Donc, j'ai mis en place tout d'abord des rituels sécurisants qui posent le cadre de mes cours et de mes attendus. Chaque cours commence par le menu du jour. Ils savent où je les emmène et ils savent qu'il n'y a pas de piège. Autre piège, les évaluations surprises, elles sont bannies de mes cours. D'ailleurs, elles sont bannies de mon collège. Hein. Aucune évaluation surprise. L'évaluation ne doit pas être un piège. Elle doit être une étape d'apprentissage.
Et donc, elles doivent être un outil même d'apprentissage et pas un arrêt sur image. Pas un truc du style, toi, tu as réussi, tu es bon. Ah ben toi, tu as échoué. Ah ben t'es mauvais. Ah ben mon pauvre, c'est fini pour toi. Ben non, pas de ça. Hein. Donc, lié à ce travail sur le stress, ben, est revenu, bien sûr, mon travail, ma réflexion sur l'erreur. La réflexion sur l'erreur, elle est incontournable dans ma pratique. On ne peut pas apprendre sans se tromper. C'est la condition même des apprentissages. Le cerveau ne fonctionne et n'apprend qu'en rectifiant des signaux d'erreur qu'il reçoit. C'est pourquoi j'essaie de faire un retour sur erreur le plus rapidement possible dans mes cours, de façon à ce que l'élève, dans son processus d'apprentissage, il rectifie au plus vite son mode de raisonnement. Un peu comme ma belle-mère s'est fait opérer de la hanche il n'y a pas longtemps, eh bien, on a été surpris. Dès le lendemain, il a fallu qu'elle marche. Le kiné lui a dit, mais madame, il ne faut pas que votre cerveau imprègne que vous ne pouvez plus marcher. Il faut tout de suite, action-réaction, vous marchez. Eh bien, ça doit être la même chose pour les élèves et pour l'erreur. Et donc, lié à l'erreur, et ma réflexion sur l'évaluation sommative, c'est plus possible, quoi. Donc, j'ai vraiment mis au cœur de ma pratique l'évaluation formative. Elle est devenue, mais vraiment une évidence, un outil d'apprentissage. Et pendant le confinement, le confinement, ça a été une expérience difficile, mais s'il y a quelque chose qui a été utile, c'est justement l'évidence qu'on ne peut fonctionner, c'est possible de ne fonctionner qu'avec des évaluations formatives. On n'a pas eu d'évaluation sommative pendant le confinement, enfin tout du moins dans mon collège. On a fait des évaluations et on faisait un retour sur erreur avec les élèves. Et donc, les élèves n'avaient plus peur de l'évaluation puisqu'elle était là pour leur donner des conseils pour mieux avancer. Les neurosciences mettent bien en avant que l'erreur, c'est un passage obligé des processus cognitifs et donc des apprentissages. Ça se marque par l'évaluation formative. Dans la vie, on ne réussit pas à nager, à faire du vélo ou même à battre des blancs en neige du premier coup. On se trompe, on rectifie, on essaie à nouveau, puis au bout d'un moment, on réussit, et puis on est fier de soi. Eh bien, pourquoi est-ce que l'école serait alors le lieu où on doit réussir tout de suite, où on n'aurait pas le droit de se tromper? Ça ne va pas, ça. C'est comme s'il y avait une dichotomie entre la vie et puis l'école. Le cerveau, de la même façon, a besoin de signaux de récompense pour fonctionner au mieux et pour accroître sa motivation. Donc, il est important de mettre en avant les réussites. C'est pourquoi je souligne les réussites de mes élèves dans leur production. Les réussites, quelles qu'elles soient, même les plus infimes, et chez tous mes élèves. Alors, vous allez me dire, c'est facile chez certains élèves, tout est réussi. Il y en a d'autres chez lesquels c'est vraiment difficile et ça bouleverse ma posture d'enseignante, justement, de trouver une réussite chez tous mes élèves. C'est pas toujours simple, mais c'est très riche, et pour moi et pour eux. Si le cerveau a besoin de signaux de récompense, il a besoin aussi de stimulation, de défis et de signaux lui permettant de s'adapter. Donc, dans mes évaluations formatives, je donne toujours des conseils concrets pour les amener à aller plus loin. Parce que l'élève, il n'a pas besoin de constat, c'est bien, c'est pas bien, il a besoin de comprendre. Et si on ne lui dit pas, eh bien, il est perdu. Hein. Comprendre pourquoi ça a marché, comprendre pourquoi ça n'a pas marché, comprendre ce qu'on attend de lui, comprendre quel mécanisme de pensée faut-il qu'il fasse évoluer, de façon à ce que les élèves soient acteurs et engagés. Pour cela, je mets de plus en plus en place des activités en co-évaluation, au cours desquelles mes élèves ils font mon travail. Preuve que le système scolaire nous cloisonne, parce que quand ils évaluent un de leurs collègues de classe, au départ, ils réussissent très bien à pointer les failles. Oh, bah dis donc, toi, tu fais des erreurs d'orthographe. Oh, bah dis donc, toi, c'est mal écrit. Hein. Oh, bah dis donc, toi, t'as pas fait ça. Mais ils ont beaucoup plus de mal à trouver des conseils de réussite concrets. Et à force de pratique, ils y parviennent. Donc, c'est vrai que j'aime bien mettre en place ces activités
car pour donner les conseils de réussite, il faut décortiquer le travail de l'autre, il faut essayer de comprendre le travail de l'autre, et pour comprendre le travail de l'autre, il faut décortiquer son raisonnement, essayer de comprendre les mécanismes de pensée qu'il a mis en place, essayer de comprendre les biais cognitifs. Mais pour essayer de comprendre ça, il faut aussi faire un arrêt sur image sur son propre raisonnement. Donc, je trouve ça extrêmement porteur, parce que quand on essaie de comprendre l'autre, on fait un arrêt sur image sur mon fonctionnement, son fonctionnement, et donc on est dans une démarche de, attention, je vais utiliser un gros mot, de métacognition, hein, observer, analyser pour mieux comprendre et pour avancer. Alors, vous allez me dire, n'importe quel prof a cette démarche d'essayer de comprendre les choses. Oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai découvert avec les neurosciences, ça n'a pas effacé ce que j'étais avant, ça l'a seulement conforté. Voilà. Alors, autre point, autre contenu qui a eu un gros impact dans mes pratiques, c'est la réflexion sur la mémoire, avec ce que j'appelle les ponts cognitifs. Un pont cognitif. À la formation que j'ai suivie, j'ai pris conscience que pour mémoriser, il faut relier à quelque chose. Donc maintenant, je systématise toujours la référence à un élément, à une situation concrète quand j'aborde une notion. À la hanche de ma belle-mère, aux œufs qu'il faut battre en neige, à mon fils qui me dit des évaluations gratuites. Donc, je relie toujours avec mes élèves à une action concrète, de façon à poser leur compréhension et donc leur mémorisation. Donc, je suis vigilante à ce que, au niveau du vocabulaire que j'utilise, je suis vigilante au fait qu'on mette tous le même sens derrière les mots que j'utilise. Je vais encore donner une anecdote. J'ai un collègue qui a pris sa retraite maintenant, qui enseignait en SECPA et qui avait étudié avec ses élèves de SECPA le conte du Petit Poucet. Il avait fait ça pendant 3 semaines à mois. Il avait étudié le système de la place de l'ogre, le Petit Poucet, la structure du conte et tout ça. Et puis à la fin, il a demandé à ses élèves d'écrire une autre aventure du Petit Poucet. Puis d'un coup, il arrive sur la copie d'une de ses élèves, et puis au bout d'un moment, il se dit, c'est pas vrai, elle parle d'un canard. Et elle racontait l'histoire d'un canard. Alors il dit, c'est pas possible, elle n'a quand même pas compris que le Petit Poucet, c'était un canard. Et là, il était désolé, parce qu'il s'est dit, mince, pendant un mois, elle n'a pas compris que c'était un petit garçon tout petit comme un pouce. Et donc, il va la voir. Et là, l'élève de lui expliquer que quand elle va voir sa grand-mère à la ferme, elle adore aller donner des graines aux petits poussets de la grand-mère. Et la grand-mère appelait ses poussins et ses canards des petits poussets. Et donc, pour l'élève, le mot pousset, c'était canard. Et elle a cru pendant un mois que le petit garçon, c'était un canard. Et ça m'a vraiment interpellée. Et donc, j'y pense souvent quand j'essaie de poser les mots pour être sûre qu'on comprenne la même chose. Donc, j'essaie de ne pas oublier aussi que le procédural, ce qui relève de la vie personnelle, l'emporte toujours. Je n'oublie pas que ça l'emporte toujours sur la réflexion et que les représentations du monde sont le fruit de l'éducation qu'on a reçue, que les élèves ont reçu, mais que moi aussi j'ai reçu. Et j'essaie de ne pas oublier que quand j'enseigne aussi ce que je suis et qu'il faut que je n'oublie pas ce que sont les élèves. Alors, cette vigilance au niveau du vocabulaire que j'emploie a généré un travail sur le double encodage. C'est-à-dire que je demande fréquemment à un élève, je vais dire une notion et je vais dire, tiens, est-ce que tu peux redire à la classe ce que je viens de dire? Je leur demande aussi, parfois, je leur dis, tiens, vous vous mettez par deux, puis vous redites ce que Madame Roimoulis a dit. Et donc, le fait que chacun partage, eh bien, ça me donne l'assurance qu'on va tous dans le même sens et qu'on donne tous le même sens aux mots que j'utilise. Donc,
s'il y a eu indubitablement eu un avant et un après l'arrivée des neurosciences dans ma classe, il ne s'agit pas de nier non plus ce que j'ai été. Si j'ai opéré des changements, c'est sans doute parce que j'étais prête à le faire. Ainsi, vous voyez, le travail sur la bienveillance, sur l'écoute, ça faisait déjà partie intégrante de ma pratique. Il n'y a donc pas eu de changement radical, il n'y a pas eu de séisme pédagogique entre la roi Molise d'avant et la roi Molise d'après. Les choses se sont faites en douceur, mais il est certain que mon regard a changé et qu'il s'est conforté. Voilà. Merci. Très, très, très riche. Ouais, merci. Moi, alors, j'ai retenu le blanc en neige, parce que je n'y arrive jamais. Donc, Faut persévérer. c'est une petite précision. Des fois, on n'y arrive pas, même en essayant. Alors, petite question. Donc, les neurosciences évoluent beaucoup. Donc, comment percevez-vous, vous, votre formation, donc votre formation tout au long de votre vie? Alors, c'est vrai que ça va très vite. Dans ce domaine, je pense que rien n'est jamais acquis. C'est un peu comme les abdos, ça s'entretient. Une fois le diplôme universitaire qui liait les neurosciences avec mes pratiques, j'ai eu peur justement de perdre le fil. Donc, j'ai intégré un laboratoire de recherche en neurosciences pour continuer à m'informer et à m'enrichir des réflexions de chacun. Au sein de ce laboratoire, on se réunit régulièrement, plusieurs fois dans l'année. Il y a des conseils de lecture, il y a des conférences à suivre qui nous sont proposées et c'est très riche et très stimulant. Avec ce laboratoire de recherche, toujours, nous participons actuellement à la à la rédaction d'un ouvrage. Moi, pour l'instant, bingo, je réfléchis sur l'erreur et ça demande une documentation solide. Beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. Alors, j'avoue que c'est pas toujours facile d'être sur tous les fronts. Si je suis enseignante à plein temps, mes élèves sont au premier plan. Donc, ce que je fais, j'écoute beaucoup des podcasts de Anne, Francis Eustache, Lionel Nakache, ou alors Catherine Vidal ou Hervé Schneives, qui sont intervenus cette semaine. Je fais ça dans ma voiture, je fais ça en faisant la cuisine, en essayant de monter mes blancs en neige. Donc ça, c'est des choses qui m'aident à ne pas, perdre le fil. Et puis, j'ai la chance dans mon collège d'avoir beaucoup de collègues qui sont très curieux et très stimulants intellectuellement. Donc, il y a des discussions et des échanges avec eux qui entretiennent une veille documentaire, une veille informative pour moi. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que les neurosciences cognitives peuvent ou doivent, excusez-moi, je suis déconcentré par les enfants, Eh ouais, mais ils sont par la importants. porte pour être sûr, désolé. Est-ce que vous pensez que les neurosciences cognitives doivent ou peuvent contribuer aux compétences du XXIe siècle? Bien entendu. Alors, c'était pas cette question que je devais avoir. Oh, c'est celle-là que je vous pose. Eh bien, allons-y. Alors, plus encore qu'une évidence, je pense que c'est une nécessité. D'accord. Elles doivent être inhérentes aux compétences du 21e siècle, tant chez l'enseignant que l'élève et que le cadre familial de ce dernier. C'est important de développer le travail sur soi, l'intériorité, la métacognition, de se comprendre et de comprendre son fonctionnement. On est avec l'ère numérique qui est de plus en plus présente, les élèves ils sont hyper stimulés et on doit les accompagner. Je dirais qu'avant, l'école, c'était celle qui apportait le savoir. Maintenant, elle doit être celle qui apprend à gérer ce savoir. Parce que le savoir, ils peuvent l'avoir n'importe où, sur n'importe quel site. Ils en ont partout du savoir. Mais leur apprendre à faire la part des choses, à avoir un regard critique sur les flots d'informations dont leur cerveau est abreuvé, eh bien, je pense que ça va être le rôle de l'école et des neurosciences qui seront intégrées à celle-ci.
Donc, affirmer le travail sur l'attention, ne pas faire fi de la personne et de ce qu'elle est, comment elle vit, comment elle réagit à telle ou telle émotion. Dans notre monde qui s'annonce de plus en plus technologique, voire dématérialisé, je trouve qu'il est essentiel de garder l'humain au centre des choses et de comprendre son fonctionnement. Alors, effectivement, je comptais vous poser une autre question avant, donc, histoire de brouiller les pistes. Je suis parti Ah, sur oui. la musique. Alors, en plus, c'est une question intéressante, c'est-à-dire dans l'établissement dans lequel vous enseignez, est-ce qu'il y a une dynamique pédagogique? Et je pense que ça rejoint un petit peu d'ailleurs la question de DIA que je vais reposer plus tard. Mais est-ce qu'il y a une dynamique pédagogique autour des neurosciences? Ouais. Et surtout, est-ce que votre chef d'établissement suit tout ça et ses travaux, notamment ce que font les élèves, l'évolution des élèves? Oui, il y a eu une dynamique, comme je l'évoquais au tout début, elle a été amorcée avec l'Action Recherche en 2009. Hein, et on s'est beaucoup formé, on a beaucoup lu, on a produit des ouvrages à destination des élèves et des enseignants. On est allé faire les curieux ailleurs, on est allé au Canada, en Finlande, à Barcelone. Ça a impacté nos pratiques et aussi l'ambiance de l'établissement. Le premier effet qui s'est manifesté du côté de nos élèves, c'est que quand on a commencé à changer notre façon de faire, eh bien, ils se sont dit, qu'arrive-t-il aux professeurs ces derniers temps? Alors, il y a les troisièmes qui ont dit, ils sont devenus fous. Et puis, il y a les sixièmes qui ont dit, mais non, ils sont devenus gentils. Et ça, c'était chouette. Ça, c'était chouette. Et tout ça, ça n'aurait pas pu se faire sans notre chef d'établissement. Notre chef d'établissement, c'est notre capitaine. C'est un insuffleur de confiance. C'est lui qui développe et qui stimule notre philosophie d'établissement. Il nous motive et il nous montre qu'il a totale confiance en nous. Et si la philosophie qui est inhérente aux neurosciences de notre établissement, dans laquelle il y a vraiment une bienveillance éducative, eh bien, on lui doit. Alors, ce chemin-là, il a duré plus de 10 ans. On a parfois eu des creux. Ça fait un petit peu comme les montagnes russes. Mais on peut pas nier que les neurosciences elles font désormais partie de la moelle de notre établissement. Alors maintenant, elles sont intégrées. On pense à aller plus loin et on est dans une réflexion sur l'école de demain, sur la façon de préparer et d'accompagner nos élèves sur ce chemin parce que l'école, elle change et il faut que nous aussi, on change. J'aime entendre cette dernière phrase. Merci. Alors, donc, de ce que j'ai compris de ce que vous venez de dire, Christelle, donc votre chef d'établissement, non seulement il suit ses travaux, mais il en est partie prenante et très solidaire et surtout très intéressé par ce que vous faites. Alors, est-ce que c'est Alors, je vais poser une question un peu en dehors qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que c'est pareil pour vos collègues? Qui voit notre directeur de la même façon? Mhm. Je pense qu'on le voit tous de la même façon. Normalement, il va bientôt partir en retraite et on ne veut pas. On ne veut pas parce que c'est un petit peu comme si on était les brebis perdus sans leur berger. Il nous fait toutes les semaines, on a un édito, on a l'hebdo de notre collège et on a un édito. Ce qu'il écrit dans l'édito nous amène à aller très très loin dans notre réflexion, vraiment à dépasser, à donner un cadre extrêmement complexe à notre réflexion. Donc oui, on est d'accord, tous. Ok. Bon. Et comment, du coup, voyez-vous l'école du futur? Bien sûr, l'intégration des neurosciences dans cette école du futur. Alors, je vous l'avoue, on est en pleine réflexion en ce moment. On est dans la perspective d'un collège pilote. Et quand on se réunit en mini-séminaire, alors on est combien? Une vingtaine
on est un groupe pilote, une vingtaine, et puis tous les autres sont très, très attentifs à nos réflexions. Je dirais on veut une école du futur, mais on a encore un peu de mal à libérer nos rêves. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de se détacher des modèles dans lesquels on a évolué une bonne partie de notre vie et par lesquels on s'est construit. Alors, comment je la vois, l'école du futur, avec la place des neurosciences? Eh bien, alors tout d'abord, je la vois où il y a un endroit où il n'y aurait pas d'évaluation sommative et où le travail sur l'erreur serait au centre des apprentissages. Je la vois comme un espace ouvert et modulable où chacun irait à son rythme. Alors, ça implique, enfin, à son rythme, c'est-à-dire en respectant les biorhythmes des élèves, mais aussi en respectant leur rythme d'apprentissage. Donc, ça impliquerait qu'il n'y aurait plus de niveau classe. Il n'y aurait plus de 5e, 4e, 3e. On serait plus, moins que par des tranches d'âge, on serait par des tranches d'avancée dans le raisonnement ou dans la maîtrise des compétences. Donc, soyons fous, ça pourrait faire qu'un élève de 11 ans qui a tout compris en maths se retrouve dans un cours de maths avec des élèves de 14 ans. Et qu'un élève de 14 ans qui n'a encore pas compris, c'est imbécile, il n'a pas encore compris la conjugaison du passé simple, eh bien, on mettrait dans un autre niveau d'apprentissage de façon à faire qu'on ne laisse pas un élève aller à une autre notion tant qu'il ne maîtrise pas totalement la compétence qu'il doit acquérir. Et donc, ça, enfin, vous voyez, respecter le rythme de chacun, le rythme de son raisonnement, ça, c'est quelque chose qui serait envisageable, je pense. Hein. Je parlais de Dehaene tout à l'heure avec l'engagement actif. Bon, je trouve que dans une école du futur, il faudrait vraiment mettre l'élève acteur. Et acteur dans tous les sens du terme, parce qu'un élève passif, ça n'apprend pas. Hein. Alors, acteur, et pas seulement acteur en maths, en français, en anglais, acteur de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire on note les disciplines, on va dans un projet, et pour être acteur, je veux ça, et j'aurais besoin d'un peu de maths, d'un peu de français, d'un peu d'histoire. Donc, je la verrais bien comme ça. Je la verrais, l'école du futur, avec... ça rejoint ce que je disais pour les rythmes tout à l'heure, où la réflexion et la relation au temps seraient différentes. Hein. Alors, comment je la verrais aussi par rapport aux neurosciences? Eh bien, tout le travail de métacognition, de connaissance de soi, il faudrait qu'elle soit au cœur. Donc, une grande place avec la méditation et en gros, une école du futur où l'humain, dans le sens le plus large du terme, serait présent et serait au centre de tout. Donc voilà. Merci pour cette vision. Et je pense, sous votre contrôle, je dis ça, c'est un idéal, c'est quelque chose qu'on aimerait atteindre, qui ne sera pas atteignable tout de suite, mais qu'on espère sera atteignable à un moment ou à un autre. Si je récapitule votre propos, donc on abat, ou en tout cas on estompe les frontières de niveau, donc 6e, 5e, 4e, 3e par exemple au collège. On abat ou on estompe les frontières de discipline aussi, c'est-à-dire on n'est plus aussi cloisonné, maths, français, etc., mais on serait peut-être sur du projet. Et donc finalement, en fait, vous nous parlez de liberté. Oui. Alors, juste, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'avais entendu parler d'un projet, je ne sais pas si c'est fait ou pas, d'un collège par compétences. C'est Oui. pas quelque chose de complètement irréel ou irréaliste. J'avais entendu parler de ça il y a 2 ans, je ne sais pas s'il a été fait ou pas en France, mais on parlait bien d'un projet donc, expérimental d'un collège avec donc, niveau de 6e, ni 5e, ni 4e, ni 3e. Donc, effectivement, ça rejoint une question qu'on a eue, c'est une enseignante là, qui dit le frein des familles qui ne s'y retrouvaient pas. Donc, on va commencer à traiter un peu des questions du chat, qui ne s'y retrouveraient pas. Alors, ces familles-là, est-ce que vraiment elles ne s'y retrouveraient pas? Si on prend l'exemple du collège, par exemple. Le collège Le Nôtre tel qu'il fonctionne ou le collège du futur? Idéal. Là, je parle du collège du futur. Alors, je pense qu'on ne peut pas avancer sans les familles. L'idée,
ça pourrait être, par exemple, je sais que moi, je suis allée voir un établissement à Barcelone qui a fait ça. Pourquoi ne pas faire une enquête auprès des élèves, auprès des enseignants et auprès des parents pour leur demander, ben, libérez-vous, quel serait votre collège idéal du futur et quelles seraient vos attentes. Et donc là, on avancerait comme une communauté et on ferait quelque chose où tout le monde s'y retrouverait. Je pense qu'on ne peut pas avancer sans les parents. On ne peut pas. Je trouve que l'école d'aujourd'hui, bon, dans mon collège, on essaie vraiment de travailler avec eux, mais on a encore trop tendance à faire une dichotomie entre le monde et l'école, comme je le disais tout à l'heure pour le stress. Alors, je sors totalement de ce sujet et je vais vous rapporter une question qui m'a l'air très intéressante de Raphaël qui dit: je vous rejoins sur une très grande partie de vos propos, donc, je rejoins des éléments qu'eux-mêmes mettent en place dans une classe laboratoire. Vous précisez toutefois ce qui vous pose problème dans l'évaluation sommative. On est particulier l'évaluation formative qui permet effectivement l'erreur et la remédiation, et l'évaluation sommative. Alors, ben, comme moi, l'évaluation, je veux la voir, enfin, quand j'évalue, je n'évalue pas pour pointer, mais j'évalue pour accompagner. Pour accompagner sur, bah, écoute, là, tu n'as pas compris le truc, comment tu t'y es pris, quel a été ton mode de pensée, qu'est-ce qui t'a bloqué, comment est-ce que tu referais une autre fois. Et c'est comme ça que, par exemple, dans mon établissement, on fait des évaluations de seconde chance, troisième chance, quatrième chance. C'est comme ça qu'on fait aussi des évaluations où les élèves se présentent quand ils sont prêts. Alors, on est parfois un petit peu mangé par le temps, mais ça, j'aimerais bien que dans l'école du futur, ce soit quelque chose d'admis. Et comme le mot sommative le dit, les sommatives, on fait une somme. Et donc, on fait un arrêt sur image. Et ça, eh ben, moi, ça me dérange. Alors, je sais bien hein, que je suis dans un système où il y a des examens, etc. Mais si je peux la limiter au maximum, et le confinement l'a bien montré, les élèves peuvent apprendre sans évaluation sommative. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous dites: je sais bien que je suis dans un système où il y a des examens. Donc, il y a une question qui tombe à ce moment-là de Raymond. Je me demande, mais dans le lycée du futur, quelle serait la place justement de ces examens, donc le bac en l'occurrence, serait sa place dans ce monde? Déjà, est-ce qu'il aurait une place dans ce monde idéal, dans ce collège idéal, dans cet établissement idéal? Alors, notre établissement idéal, enfin tout du moins le nôtre, ce sera un collège. Et il est évident qu'on ne pourra pas travailler sans être en lien avec un lycée de notre secteur. On ne peut pas mettre nos élèves dans une bulle, coupés du monde pendant les années, les 3-4 années du collège, et puis après les lancer dans la fosse aux lions. Donc, Je pense que la question était plus sur justement l'expérience imaginative qu'on vient de faire, d'imaginer l'établissement du futur. Donc, soyons fous, en gros, est-ce que des examens type bac ou brevet des collèges ont leur place dans ce qu'on imagine d'être un enseignement qui tient compte des neurosciences? écoutez, moi je dirais que le confinement l'a montré, on n'a pas eu de bac. Et puis, on est toujours vivant et les élèves sont en Parcoursup. Hein, on n'a pas eu de brevet non plus. Et ça se fait. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de se libérer d'un cloisonnement. Hein. On le sait bien en plus, le bac, c'est l'expérience d'un examen. Mais sinon, le bac, on voit bien c'est pas un examen en soi. Hein. C'est un passage un passage pour arriver à Parcoursup, mais il n'a plus de valeur en tant que tel. Donc, on pourrait l'aborder autrement. Hein. Merci. Alors, je reviens sur les questions qui avaient été posées au départ. Donc, une question intéressante. Avez-vous travaillé avec des élèves à besoins particuliers? Oui. Alors, dans notre collège, on a des SECPA et on a des ULIS. Donc, les ULIS, ce sont
Les Ulis, ce sont des élèves qui ont des handicaps plus ou moins lourds. Ça peut être un syndrome autistique, ça peut être une trisomie, enfin, il y a des formes comme ça. Et il y a, alors c'était l'intervention d'une de mes collègues hier, il y a tout un travail qui est fait autour de la méditation, des ateliers philosophiques, et on a des élèves du LIS et de SECPA qui viennent dans qui suivent certains de nos cours. Donc oui, oui, bien sûr, euh, cette réflexion, heureusement, hein, bien sûr, qu'elle ne touche pas que des élèves dits à profil classique. Très bien. J'ai une question alors qui du coup a un peu rien à voir, mais que je vais vous poser maintenant avant de l'oublier parce que je ne l'ai pas noté. Avec quel groupe de recherche travaillez-vous? C'est quelqu'un qui me demande. Alors, je travaille avec le groupe du Grain Monde. Merci. Alors, j'enchaîne sur une autre question d'une enseignante qui, du coup, je pense, a vu ce que vous nous avez raconté, ce que vous nous avez décrit sous le prisme de sa pratique et de son expérience, et qui nous disait, un élève a du mal à se concentrer. Est-ce que vous avez des idées sur la manière de traiter cela? Alors, moi, par exemple, cette année, j'ai un élève qui est hyper actif. Donc, je ne peux pas nier ça. Je ne peux pas nier ça et je ne peux pas aller contre sa nature parce que si je vais contre sa nature, eh bien, je vais le perdre. Donc, il y a mes pauses énergisantes. Lui, je vais toujours le solliciter. Il y a des élèves que je vais toujours solliciter pour euh, aller au tableau, bouger. Et dans les activités que je vais proposer, je ne fais pas des activités qui vont demander d'être assis pendant toute une heure. Donc, il peut y avoir, je ne sais pas moi, par exemple, là, en ce moment, avec mes sixièmes, je travaille sur Oliver Twist. On vient de lire le premier chapitre. C'était pas facile. Et donc, je leur ai demandé à certains de faire un QCM sur ce qu'ils avaient compris, à d'autres de faire une petite scénette qui faisait jouer, mettre en scène ce qu'ils avaient compris, à d'autres de faire un dessin. Donc, ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, que je les regarde, mes élèves, c'est-à-dire que je vois en fonction de leur mode de fonctionnement comment je peux adapter les activités à leur profil. Donc, mais c'est pas toujours gagné avec Raphaël, par exemple. Il y a des jours, je me dis, oh, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. C'est vrai, il y a des moments comme ça. Mais j'essaie de limiter la casse. Surtout le vendredi après-midi, je l'ai en dernière heure de la semaine. Il est particulièrement en forme. Donc là, il faut absolument que je fasse des activités comme ça. Très bien, merci. Alors, j'avais une question aussi intéressante, un peu vaste, on va essayer d'y répondre rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, je crois que c'était Dia de mémoire qui posait la question, qui disait les ponts, les ponts n'existent pas entre le laboratoire et la classe, partout en tout cas. Doit-on tous s'initier aux neurosciences pour appliquer les théories des neurosciences? Alors, moi, j'aime pas le mot doit, parce que ça doit pas être une obligation. Moi, enfin, personnellement, je l'ai fait parce que j'avais envie. Hein. Si on commence à devenir un grand gourou des neurosciences, il faut faire ça, on n'y arrivera pas. Moi, elles sont arrivées presque naturellement. Je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais prête. Donc, si on s'impose à faire des neurosciences pour les faire, ça ne marchera pas. Et j'ai découvert, moi, qu'il y avait des choses que je faisais, mais je ne savais pas que c'était des neurosciences. Hein. Donc, il faut se rassurer par rapport à ça, euh, faire les curieux. Si on trouve que, ah tiens, telle idée me plaît, eh bien, creuser un peu plus, mais le faire vraiment par curiosité, par envie. Oui, bien. Il me restait une question qui avait été posée qui disait, est-ce que c'est possible dans un grand établissement? Vous disiez en début, alors peut-être que la personne n'était pas là au début de, de l'entretien, vous disiez au début que c'était donc vous étiez dans un établissement avec, je crois, à peu près 1000 élèves, c'est bien ça? Oui, à peine, ouais. Oui, Ben, oui. ce qui est déjà pas mal. Ce qui est Oui, déjà oui, pas on est mal. entre 900 et quelques. Mon directeur me dirait, si ce n'est pas le nombre d'élèves.
Ouais, je ne sais plus, on doit être 930, 940. D'accord. Bon. Donc, j'estime que la taille, enfin, pardon, je présume que la taille n'a pas d'importance de l'établissement et que finalement, c'est l'engagement de l'équipe qui va permettre ou pas de modifier les pratiques. L'engagement de l'équipe et le directeur. Alors, je l'inclus dans l'équipe, bien entendu, Ouais. puisque j'ai cru comprendre que c'était un membre très important de l'équipe, comme Mm. partout, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le grainement dont on a répondu. Alors, excusez-moi, j'ai une question un peu longue, je vais la lire. Alors, avec le booming et le homeschooling, des termes que je ne connais pas, mais du travail online et du mode hybride qui ont bouleversé le concept même de l'école, est-ce que après les dernières découvertes dans les pratiques des neurosciences, on va changer de métamorphoser en classe à crédit comme à l'université maintenant? Oh, je ne sais pas ce que c'est le booming et le... Non plus. Alors, je pense que la question qui a été posée rejoint peut-être, finalement, rejoint un peu l'établissement imaginaire qu'on a posé tout à l'heure en disant que justement, on cassait cette barrière des niveaux, etc. Parce que la fin de la question, c'est est-ce que la pratique des neurosciences va changer, et va métamorphoser, pardon, l'école en des classes à crédit comme à l'université? Et je ne vois pas trop ce que c'est les classes à crédit. Vous pouvez m'expliquer? Alors là, je demande à la personne de nous expliquer parce que pendant ce temps-là, on Moi, va répondre à l'autre question. Donc, Bon, j'invite cette bonjour. personne. Ben voilà. Bonjour, C'est Rafa. je m'appelle Bonjour. Rafa. Bonjour. Et bon, le homeschooling, ce sont des parents qui ont décidé de ne pas euh, inscrire leurs enfants dans une école, mais de leur donner eux-mêmes le programme. Et puis après, au brevet, ils font l'examen. Et puis après, au bac, ils font l'examen. Et puis, ils rentrent à l'université. Et deuxièmement, l'école hybride, on sait, l'école hybride, c'est 3 jours par semaine où il y a classe à moitié. Et l'école mode online, c'est maintenant. C'est ce qu'on fait maintenant à longue distance où tout le monde est sur Zoom ou Microsoft Teams. Ça dépend des établissements. Et il y a bien sûr d'autres plateformes, ça dépend. Ce que je suis en train de poser, c'est une question qu'on se pose maintenant, qu'avec le changement qu'on a du concept de l'école, parce que l'école n'est plus un établissement où il y a des murs, où il y a des classes, ça dépasse. Et ce n'est plus un espace, en fait. C'est un lieu qui peut être partout et qui peut même être à quel moment. Ça veut dire il y a maintenant des classes qui sont après-midi, il y a des classes qui sont avant-midi, et ainsi de suite. Et est-ce que ça va changer encore en tant que cet âge pour cette classe? C'est-à-dire, on parle ici de l'erreur, on parle ici de ne pas avoir des évaluations sommatives. On parle de l'élève. Je suis l'élève en individu et il passe cette matière. Il a, par exemple, toutes les compétences pour passer du niveau A au niveau B, puis après du niveau B au niveau C. Donc, quand il entre à l'école, c'est plus un bulletin où, oh, oui, tu es en CE2, CE1, ou tu es en éducation de base, ou tu es au brevet, non. Tu es où en français, tu es où en histoire géo, qu'est-ce que tu veux comme orientation pour futur. Donc, tu vas prendre ces matières de plus parce que tu veux faire ceci et ainsi de suite. Et les matières à crédit, c'est ce qu'on fait à l'université, c'est-à-dire quand on a, par exemple, disons, pour faire ce diplôme, on a besoin de 6 matières facultatives et 10 matières qui sont essentielles. Alors, ils sont à crédit. On les D'accord. découpe à crédit, on paie à crédit. Même ça relève du budgeting encore. D'accord. Donc, ma question, c'est que les neurosciences ont posé, cette problématique que l'élève est devant une évaluation et devant cette erreur et il s'autocorrige parfois, il se corrige et puis il passe de classe en classe. Et cet élève, en passant de classe en classe, est-ce qu'il a besoin d'une évaluation? Est-ce qu'il a besoin vraiment de classe ou seulement de passage d'un niveau à un autre dans certaines matières? Parce qu'on sait déjà que parfois, on a des élèves qui ont une faiblesse dans une matière, mais d'une autre, non. Ce qui fait que, oui. Alors, ça, en gros,
actuellement, on n'est pas là-dedans. Hein. Dans nos perspectives, moi, je vous rejoins. C'est vrai que l'idéal, ce serait que l'élève, il avance à son rythme et qu'il soit au cœur de tout. Et donc, s'il se débrouille très bien en maths, il avance, il avance. Et si il a des faiblesses en anglais, eh bien, il prend son temps. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas mis en place encore, mais j'aimerais vraiment que ça se mette en place. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci. Vous avez été très clair. Et j'espère que j'étais claire en mon explication. Merci. Merci, Rafa. Quelqu'un a pris la parole, pardon? Non, allez-y. Non, je disais simplement qu'on allait devoir clore parce que le temps file. Et donc, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Il y avait une dernière question, on va quand même y répondre parce que je n'aimerais pas créer de frustration. La dernière question, c'était: enseignez-vous de la même manière de la 6e à la 3e, si on peut y répondre rapidement. Alors vous ne me voyez pas, mais je suis toute petite. Les 6e, ça va, je suis plus grande qu'eux. Les 3e, je les regarde comme ça. Donc déjà, dans ma posture, il y a quelque chose à changer. Il faut que je m'impose, parce que physiquement, je ne peux pas m'imposer. Donc, je vais m'imposer par la connivence, par le respect. Et tout ce travail que je fais sur l'erreur et tout fait que, croisons les doigts, les choses sont très simples pour moi en termes d'enseignement avec les 3e. Avec les 6e, finalement, je fais la même chose. Hein. Mon travail sur l'erreur, il est partout. Mais je vais plus être la maman, celle qui materne. On va plus faire de jeux, on va plus faire de dessins. Avec les 3e, il faut que je m'adapte parce que sinon, ils vont me dire hey, Madame Roimoulis, ça va. Hein. Donc, le fond, la philosophie sont les mêmes, mais l'approche diffère. Merci, Christelle. Merci à tous. Merci. Je vais vous dire bonne soirée et merci d'être venu à cet atelier. Merci à Christelle. Effectivement, alors ça s'enchaîne les messages sur le chat. Tout le monde loue votre bonne humeur et votre enthousiasme communicatif et je tiens à m'y associer. Voilà. Merci. Barbara qui fait des signes pour dire merci. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, merci à tous d'avoir assisté à cela, d'avoir pris de votre temps personnel, d'avoir pris du temps pour vous connecter. On sait que ce n'est pas facile, notamment cette période de conseil de classe pour certains. Et merci d'avoir fait l'effort.